Bonjour à tous. De la part du ministère de l'Économie et de Luxe Innovation, bienvenue à ce webinaire informatif sur la loi du 8 décembre 2025 portant sur le régime d'aide pour la protection de l'environnement qui est entré en vigueur le 4 janvier de cette année. Nous avons avec nous aujourd'hui Raphaël Vertomen, responsable attaché de la Direction générale aide d'État et financement aux entreprises au sein de la cellule transition écologique au ministère de l'Économie. Moi-même, je m'appelle Laurie Hensch, je suis conseillère des financements nationaux chez Luxe Innovation. Et avant de commencer dans la présentation du nouveau régime d'aide, je voulais juste faire un petit tour des modalités pratiques. Donc, le webinaire aujourd'hui, il est enregistré. À la fin, vous aurez un email avec le lien pour accéder au replay et aux slides sur le site web de Luxe Innovation. Également, vous aurez à la disposition les slides et le webinaire en anglais de la semaine passée. Sur votre écran, normalement, vous voyez en haut à droite la section questions où vous pouvez poser vos questions par écrit tout au long de la présentation. Nous allons après faire une séance de questions-réponses où on va répondre les questions écrites et y répondre un par un. Et voilà, avant de vraiment commencer par la présentation, je vais passer le micro à Raphaël Vertomen pour l'introduction. Merci Laurie et bonjour à toutes et à tous. Au nom du ministère de l'Économie, je vous souhaite également la bienvenue à ce webinaire qui vise à présenter la nouvelle loi relative aux aides à la protection de l'environnement. Je suis très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Ce webinaire marque une étape importante, l'une des dernières étapes de la mise en œuvre de cette nouvelle loi. Le processus a été long et je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire de cette loi une réalité. Je profite également de cette occasion pour remercier l'équipe de Luxe Innovation pour l'organisation de l'événement d'aujourd'hui. Je pense qu'il est maintenant désormais temps d'aborder les aspects pratiques et du coup, je redonne la parole à Laurie. Merci Raphaël. Voilà, avec ça, nous allons commencer avec la présentation qui va consister d'abord dans la présentation de la loi. On va aussi parler des modalités pratiques, comment accéder aux aides. Et voilà, avec ça, on commence tout de suite avec le vif du sujet, c'est-à-dire les principales nouveautés de cette loi comparées à l'ancienne loi du 15 décembre 2017 qu'elle vient remplacer. D'abord, il est important de remarquer qu'avec cette nouvelle loi, il y a un montant plancher des aides qui va s'appliquer, c'est-à-dire en tant que petite ou moyenne entreprise, la demande d'aide doit porter de au moins 50 000 euros d'aide et pour une grande entreprise, le montant plancher est de au moins 100 000 euros d'aide demandée, sauf pour deux articles, l'article 6 pour l'acquisition de véhicules à zéro émission et l'article 12 qui sera pour les études environnementales. Mais on va entrer dans le détail de chaque article, de chaque aide au fur et à mesure de la présentation. Ici, maintenant, l'objectif, c'est vraiment faire un premier aperçu, une première introduction des principales nouveautés. Et du coup, il est intéressant aussi de mentionner qu'il y a des nouveaux mécanismes pour accéder à ces aides. Il y a encore la demande simple en bottom-up, surtout pour les PME, qui est accessible. Et pour les grandes entreprises ou pour certains articles, certaines conditions, il y a aussi maintenant des mécanismes d'appel à projet premier arrivé, premier servi ou des mises en concurrence où ce sera des appels à projets compétitifs. De nouveau, on va voir vraiment les détails article par article au fur et à mesure de la présentation. Cette nouvelle loi, elle permet aussi d'accéder à des aides pour des nouveaux investissements dans, par exemple, l'hydrogène vert, la carbon capture et l'économie circulaire. Comparé à l'ancienne loi, les changements intéressants aussi, c'est que il y a le principe d'additionnalité. Si sur des installations existantes, vous allez rajouter des composantes additionnelles clairement identifiables. Je prends l'exemple d'une ligne de production qui existe déjà et vous rajoutez simplement un filtre pour, par exemple, capturer la chaleur fatale. Alors, l'aide s'appliquera, le taux d'aide va se doubler et s'appliquer vraiment à ce filtre, ce composant additionnel que vous rajoutez à la ligne de production existante.
Pour ce qui est de l'article 12, les études environnementales, les taux d'aide sont de 10% plus élevés que dans l'ancienne loi. Et ce qui reste par rapport à la loi précédente, c'est que les taux d'aide finaux appliqués seront dépendants aussi du retour sur investissement de votre projet. C'est-à-dire, moins votre projet sera rentable d'un point de vue purement financier, plus vous aurez un taux d'aide élevé. En plus, cette notion de référence contrefactuelle qu'on a connue dans l'ancien régime n'est plus appliquée, sauf pour l'article 6 et l'article 10. C'est-à-dire que maintenant, les taux d'aide vont s'appliquer sur la totalité des coûts admissibles et pas juste sur le surcoût par rapport à une référence contrefactuelle. Et le ministère s'engage également sur des délais de traitement qu'on va voir au fur et à mesure de la présentation. Voilà, donc ce qui est maintenant de cette loi et des différents schémas d'aide qu'elle propose. Donc, il y a 8 aides qui sont accessibles. Il y a d'abord l'article 5, la protection, les investissements pour la protection de l'environnement, y compris la décarbonation. Il y a l'acquisition de véhicules routiers à émissions nulles, l'article 6. L'article 7 est pour les investissements en termes d'efficacité énergétique en dehors des bâtiments. L'article 8, c'est pour les investissements en termes d'énergie produite à partir de sources renouvelables, de l'hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement. Ensuite, on a l'article 9 pour les réseaux de chaleur et de froid efficaces. L'article 10 pour l'utilisation efficace des ressources et soutien à la transition vers une économie circulaire. L'article 11 pour les infrastructures énergétiques et finalement l'article 12 pour les études environnementales. Voilà. Ensuite, de nouveau, pour vous donner un aperçu, donc on va aller en détail de chaque article au fur et à mesure des slides. Il y a donc ici un aperçu des différents taux d'aide maxima qui vont s'appliquer pour les différents articles. Ces taux d'aide sont valables si, en tant que PME, vous faites une simple demande ou si, en tant que grande entreprise ou PME, vous participez aux appels à projets premier arrivé, premier servi. Donc, ça, c'est les taux d'aide que vous voyez dans le premier tableau ici. Ensuite, dans le deuxième tableau, vous voyez les différents articles qui sont accessibles via les appels à projets premier arrivé, premier servi, qui sont d'ailleurs déjà ouverts depuis le 5 janvier de cette année et jusqu'au 30 juin de cette année. Vous voyez également le budget que le ministère de l'Économie met à disposition pour chaque article pour ces appels à projets. Et puis, dans le cadre des procédures de mise en concurrence, il est intéressant de noter qu'il n'y a pas de plafond qui va s'appliquer sur les taux d'aide et que, entre autres, l'article 11 ne sera accessible que par une procédure de mise en concurrence. Voilà pour les introductions. Et maintenant, on va vraiment rentrer dans le détail de chaque article. Donc, on va commencer par l'article 5, c'est l'aide en faveur de la protection de l'environnement, y compris la décarbonation. L'objectif, c'est donc de vraiment proposer une aide pour soutenir les investissements qui visent à renforcer la protection de l'environnement, la réduction ou l'élimination des gaz à effet de serre. Il est important de noter que les équipements qui utilisent des combustibles fossiles, y compris le gaz naturel, ne seront pas éligibles. Et cet article inclut également les investissements pour le captage et le transport de CO2. Ici, ce qui est important, c'est que ces investissements ont une valeur nette actualisée négative. Et il y a également possibilité de faire aider les coûts supplémentaires qui sont liés au transport et au captage. En termes de taux d'aide, donc vous verrez dans le tableau qu'il y a des taux d'aide pour le dépassement des normes européennes ou en absence de normes qui peuvent aller de 30% maximum pour une petite entreprise jusqu'à 20% maximum pour une grande entreprise. Si maintenant votre investissement permet vraiment de réduire de 100% les gaz à effet de serre, alors le taux est même un peu plus élevé, 35% pour une petite entreprise maximum,
35%, pardon, pour une petite entreprise, 30% pour une moyenne entreprise, 25% pour une grande entreprise. Et si maintenant les investissements consistent dans des solutions de capture de carbone ou d'utilisation de carbone, alors les taux varient de 25% maximum pour une petite entreprise et jusqu'à 15% pour une grande entreprise au maximum. Cet article, donc, il est accessible via les 3 procédures d'octroi qu'on a mentionnées dans l'introduction. Donc, via un appel à projet premier arrivé, premier servi qui est ouvert depuis le 5 janvier et jusqu'au 30 juin. Un budget total de 10 millions d'euros est disponible pour cet appel à projet. Il y aura également la possibilité de participer via une mise en concurrence qui, là, n'est pas encore ouverte, mais quand ça sera le cas, il y aura plus d'informations sur les conditions. Et puis, les PME peuvent demander une aide via une simple demande à tout moment si l'aide est inférieure à 100 000 euros. Voilà. Et ensuite, je ne l'ai pas mentionné, ici, le principe d'additionnalité. Donc, il est possible, si vraiment vous faites un investissement dans un composant additionnel, le taux d'aide peut être doublé. Et avec ça, je passe au prochain article, ce qui est l'article 6, l'aide à l'acquisition de véhicules routiers à zéro émission. Donc, ici, les coûts éligibles, c'est les coûts d'acquisition ou les coûts liés à la reconversion de véhicules à moteur combustible fossile vers des véhicules à zéro émission. La notion de référence contrefactuelle s'applique encore dans cet article, c'est-à-dire que le taux d'aide sera appliqué sur le surcoût que vous payez pour ce véhicule à zéro émission par rapport à un véhicule avec un moteur thermique. Pour une petite ou moyenne entreprise, cette aide est disponible via une demande simple et le taux d'aide peut être de 60% pour une petite entreprise, 50% pour une moyenne entreprise. Par contre, via la demande simple pour les PME, il est important à noter qu'il y a une limite de 300 000 euros et 5 véhicules par groupe qui doit être respectée pour les aides. Sinon, il y a encore une mise en concurrence qui est ouverte depuis le début de cette semaine et qui restera ouverte jusqu'au 30 avril de cette année. Ici, donc, aussi, les grandes entreprises peuvent participer. Il n'y a pas de limite par rapport aux 300 000 euros et 5 véhicules par groupe. Il n'y a pas de plafond sur le taux d'aide, mais ça reste un appel à projet compétitif. Le classement se fera en fonction de l'aide demandée par véhicule routier à émission nulle. Les modalités précises sont définies dans le cahier de charges où on a ajouté le lien. Donc, n'hésitez pas après à aller voir, à aller jeter un coup d'œil. Il y a un budget maximal de 20 millions d'euros qui est mis à disposition. Également à mentionner, le 10 mars, il y aura un événement à la Chambre de commerce à ce sujet sur les aides pour les véhicules routiers à zéro émission. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur Internet et à vous inscrire à cet événement. Ensuite, on passe à l'article 7 qui est l'aide à l'efficacité énergétique en dehors des bâtiments. Ici, il y a les conditions d'éligibilité que l'investissement doit permettre une réduction de au moins 20% de consommation énergétique ou bien au moins 250 mégawattheures par an économisés. Les investissements qui ne sont pas éligibles, ce sont des investissements qui sont imposés par des normes. De nouveau, comme pour l'article 5, des équipements qui utilisent les combustibles fossiles et même même si c'est des investissements hybrides. Et les coûts d'investissement relatifs aux bâtiments, aux terrains, aux véhicules ou au matériel roulant également sont exclus à cet article. Ici, le taux d'aide maximal peut varier entre 25% pour une petite entreprise, 20% pour une moyenne entreprise, 15% pour une grande entreprise. Et il y a de nouveau les 3 procédures d'octroi qui sont possibles, c'est-à-dire l'appel à projet premier arrivé, premier servi qui est ouvert jusqu'au 30 juin de cette année avec un budget maximal de 15 millions d'euros. Il y a également, il y aura une possibilité de participer via une mise en concurrence
qui n'est pas encore ouvert. Et il y a la demande simple pour les petites et moyennes entreprises si le montant de l'aide est inférieur à 100 000 euros. Voilà. Ensuite, on passe à l'article 8, qui est l'aide à la production d'énergie renouvelable. Donc, c'est une aide qui vise à soutenir vraiment la production d'énergie à partir de sources renouvelables, la production d'hydrogène renouvelable, la cogénération à haut rendement et le stockage d'électricité, de chaleur, de biogaz dans des conditions spécifiques. En ce qui est, par exemple, du stockage, donc, il est important que ce sera une solution combinée entre l'énergie produite à partir de sources renouvelables et le stockage, c'est-à-dire qu'au moins 75% de l'énergie stockée doit provenir de l'installation connectée et les solutions derrière le compteur sont inclus également. Ensuite, il y a donc les investissements pour le biogaz et la biomasse qui sont éligibles, qui doivent être conformes aux critères de durabilité et au moins 75% du combustible stocké doit provenir de l'installation connectée. Pour ce qui est de l'hydrogène renouvelable, également, l'hydrogène doit être produit à partir d'une source d'énergie renouvelable. La puissance de l'électrolyseur doit être inférieure également de la capacité des unités de production. Et il y a des aides qui sont aussi possibles pour les infrastructures de transport et de stockage. Et puis finalement, il y a la cogénération à haut rendement où les économies d'énergie primaire doivent être supérieures de 20% par rapport à la production séparée. Et voilà, ici, les taux d'aide maxima pour la protection d'énergie à partir de sources renouvelables sont de maximum 65% pour les petites entreprises, 55% pour les moyennes entreprises, 45% pour les grandes entreprises. Et les aides pour les solutions de stockage ou de transport varient entre 50% pour les petites entreprises et 30% pour les grandes entreprises, passant par 40% pour les moyennes entreprises. Ici, il y a deux procédures d'octroi qui sont possibles. C'est la mise en concurrence et l'approche bottom-up. Voilà, donc via simple demande. On voulait également parler du photovoltaïque, qui est une sous-catégorie quelque part, mais qui passe vraiment par des appels à projets spécifiques. Donc, on a d'une part l'aide à l'investissement qui est une aide sous forme de subside et qui est plus adaptée à l'autoconsommation. Ici sont éligibles les personnes morales et il y a plusieurs lots qui sont disponibles dans l'appel à projet avec des sous-lots spécifiques, par exemple pour les solutions de stockage ou en fonction des catégories de puissance. C'est un appel à projet également compétitif, donc il y a un classement des projets qui se fait en termes du montant de subside par puissance installée et pondération selon la taille de l'installation photovoltaïque. Et c'est pour des projets avec des capacités de au moins supérieures à 30 kW-crête. Ensuite, il y a aussi des appels à projets pour l'aide au fonctionnement qui sont des contrats de prime de marché sur 15 ans. C'est plutôt adapté pour si l'objectif est de réinjecter l'électricité produite dans le réseau. Ils sont éligibles les personnes physiques ou personnes morales. Il y a de nouveau plusieurs lots disponibles avec des sous-lots en fonction de la catégorie de puissance. Et comme il s'agit également d'un appel à projet compétitif, le classement des projets se fera en fonction du montant par mégawatt-heure d'électricité injectée dans le réseau. C'est pour des projets avec des capacités supérieures à 200 kW-crête. Et voilà, actuellement, il y a déjà un appel à projet pour l'aide à l'investissement qui est ouvert depuis le début de cette semaine et jusqu'au 17 avril. Donc, c'est l'appel à projet pour l'aide à l'investissement pour des installations avec des puissances de au moins 30 kW-crête jusqu'à 200 kW-crête. Ici, vous voyez l'agenda pluriannuel avec les différents appels à projets qui vont ouvrir. Voilà, avec ça, on passe au prochain article, c'est l'article 9 pour l'aide à l'investissement en faveur des réseaux de chaleur ou de froid efficaces. Donc, il y a la possibilité d'avoir des subventions, soit pour les nouveaux réseaux où il faut avoir un minimum de 85% d'énergie produite à partir de sources renouvelables ou de la chaleur fatale, ou bien même pour l'extension, la modernisation de réseaux existants,
où là, le réseau doit atteindre une efficacité énergétique dans un délai maximal de 3 ans. Ici, il y aura 2 procédures d'octroi, un appel à projet premier arrivé, premier servi, ouvert de nouveau depuis le 5 janvier jusqu'au 30 juin. Et pour les petites moyennes entreprises, elles peuvent accéder à cet article via une simple demande en bottom-up. L'article 10 est pour l'aide à l'utilisation efficace des ressources et à la transition vers une économie circulaire. Donc, c'est vraiment pour encourager les entreprises à adopter des pratiques d'économie circulaire et à améliorer l'utilisation des ressources hors énergie. Sont éligibles les coûts pour l'optimisation de l'usage des ressources, la gestion les investissements pour gérer les déchets, traitement d'autres flux et la collecte sélective. Les coûts qui ne sont pas éligibles, ce sont des investissements pour se mettre en conformité avec des normes en vigueur, des normes européennes par exemple. Si vos investissements encouragent la production de déchets supplémentaires ou augmenter la consommation de ressources, ils ne seront pas éligibles non plus. Et les coûts relevant de la responsabilité légale de l'entreprise pour la gestion des déchets ne seront pas éligibles non plus sous cet article. Et voilà, ici, les taux d'aide varient entre 60% pour une petite entreprise, 50% pour une moyenne entreprise, 40% pour une grande entreprise. Il y a 2 procédures d'octroi. Il y a l'appel à projet premier arrivé, premier servi, avec un budget maximal de qui est ouvert jusqu'au 30 juin de cette année à nouveau. Et pour les PME, la possibilité de participer via une demande simple. Ensuite, on passe à l'article 11, c'est l'aide à l'investissement en faveur des infrastructures énergétiques. Donc ici, c'est l'objectif d'aider les investissements pour la construction et la modernisation d'infrastructures énergétiques comme les réseaux électriques, les infrastructures pour biogaz, hydrogène, CO2, des réseaux de chaleur et de froid, des projets d'intérêt commun. Souvent, le scope, il est assez large, comme par exemple au niveau national. Et il est possible de solliciter cette aide seulement via une mise en concurrence. Et puis, pour terminer l'aperçu des différents articles, on passe à l'article 12, qui est l'aide aux études environnementales. C'est une aide donc destinée aux études et aux services de conseil qui sont directement liés à des investissements admissibles par la suite. Il y a indépendance des conclusions, donc vous pouvez demander l'aide sur votre étude via cet article et vous devez demander des aides de manière indépendante sur les investissements qui vont en découler. Ce qui n'est pas aidé sont les études requises par l'administration de l'environnement, comme par exemple les études énergétiques obligatoires. Et c'est vraiment le coût total de l'étude qui peut être aidé. Ici, les taux d'aide sont de 80% pour une petite entreprise, 70% pour une moyenne entreprise, 60% pour une grande entreprise. Et l'objectif, c'est de viser à réduire les risques et faciliter votre prise de décision par rapport aux investissements découlants à réaliser. On en profite pour parler également du Fit for Sustainability, qui est une étude environnementale fournie par un expert externe sélectionné par vos soins et accrédité par Lux Innovation. C'est un service en 2 étapes. D'abord, il y a une évaluation détaillée pour toutes sortes d'entreprises, que vous soyez petite, moyenne ou grande. Par contre, il y a certains secteurs qui sont exclus. Et c'est pour vous aider à définir votre situation actuelle, votre bilan environnemental actuel et le potentiel d'amélioration dans les domaines de la décarbonation, de l'efficacité énergétique, de la gestion de l'eau et la circularité. Ensuite, vous aurez une évaluation détaillée avec un plan d'action et des recommandations sur mesure pour améliorer votre durabilité et des mesures que vous pouvez mettre en place, des investissements que vous pouvez réaliser par la suite. Donc ici, de nouveau, il y a différents taux d'aide en fonction de la taille de votre entreprise qui sont la même que ceux cités juste avant pour l'article 12 de manière générale, donc 80% pour une petite entreprise, 70% pour une moyenne entreprise, 60% pour une grande entreprise. Et après, il y a des coûts minimaux et des coûts maximaux de l'étude qui sont à respecter.
Voilà. Et avec ça, on a fait le tour des différents articles de cette nouvelle loi. Maintenant, comment procéder si vous voulez faire une demande d'aide? Donc, nos recommandations sont d'abord estimer vos coûts, les coûts des investissements et faire aussi une description des investissements. Il y a des templates à compléter que vous pouvez télécharger sur guichet.lu. Vous devez également quantifier l'impact favorable pour l'environnement de votre investissement et puis vous assurer que vous avez toutes les autorisations nécessaires pour réaliser aussi les différents investissements. Et quand tout ça est réalisé, vous pouvez soumettre votre demande d'aide via myguichet.lu pour qu'elle arrive au ministère de l'économie pour évaluation. Lux Innovation, nous, on est là pour vous aider en amont donc, de votre soumission de demande d'aide. On peut vous aider à avoir accès à des experts externes, par exemple pour le Fit for Sustainability. Sinon, pour les différents articles qu'on vient de vous présenter de manière un peu high level, on peut vous aider à vraiment aller dans le détail de la loi et des articles et les conditions d'éligibilité pour voir si les investissements sont éligibles ou non. Et on peut apporter un support méthodologique pour remplir les templates, vous donner des conseils et un support là-dessus. Voilà. Pour terminer, la timeline, si vous décidez de soumettre une demande d'aide, donc vous pouvez, par exemple, commencer par une étude environnementale ou un Fit for Sustainability afin d'avoir votre plan d'action et vraiment la quantification de l'impact environnemental de votre investissement. Et par la suite, vous devez donc remplir les templates qui sont à télécharger sur guichet.lu. Une fois que la demande d'aide est complète avec les différentes informations que je viens de présenter au slide d'avant, vous pouvez soumettre votre demande d'aide sur myguichet.lu. Ce qui est important aussi, c'est de respecter l'effet incitatif, c'est-à-dire vous ne pouvez pas prendre d'engagement contraignant avant d'avoir soumis votre demande d'aide sur myguichet.lu, pas signer de devis, de contrat et rien, pas passer commande. Et une fois que vous avez soumis la demande au ministère de l'économie via myguichet.lu, là, vous pouvez engager votre projet, signer des commandes ou des contrats et des bons de livraison. Le ministère, il va évaluer votre dossier. Il aura un délai de maximum 6 mois à partir de la demande complète soumise pour vous donner un retour. Et une fois que vous aurez donc une décision d'octroi, vous pouvez remonter vos dépenses pour demander subvention sur vos investissements réalisés. Voilà. Et avec ça, on a fait le tour de la présentation, le tour des différents articles. J'espère que c'était utile et clair. Et avec ça, on va partir on va entamer avec la partie des questions-réponses. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui ont déjà été posées. Je vous affiche également le tableau du début avec le résumé des articles, les différentes procédures d'octroi. Et je vais aller jeter un coup d'œil dans la section questions pour aller voir les questions posées. Donc, première question que je vois, et Raphaël, c'est pour toi. Est-ce que les mesures en faveur de la réduction des consommations d'eau potable peuvent faire l'objet d'une aide? Oui, donc ces mesures-là, en effet, peuvent avoir une aide. Il faut juste tenir à l'œil, c'est que cette loi-ci prévoit comme Laurie l'a présenté, des montants planchers. Donc pour l'article, on va dire, ce type d'aide tomberait sous l'article 5, à mon avis. Et le montant plancher pour les petites entreprises et les moyennes entreprises, c'est 50 000 euros et 100 000 euros pour les grandes entreprises. Il y a néanmoins d'autres régimes d'aide, comme les SME Package Sustainability ou la future loi PME, où les planchers sont plus bas. Donc, en fonction de la taille et de l'ampleur du projet, ça peut tomber soit sur cette loi-ci ou alors sur une des autres lois que j'ai mentionnées. Ok, merci Raphaël. La deuxième question porte sur l'article 6 pour l'aide à l'acquisition des véhicules à zéro émission. Et la question, c'est est-ce que ça inclut aussi les voitures en leasing opérationnel? Le leasing opérationnel ou le leasing en général est aussi autorisé dans l'appel à projet. Donc, il y a un appel à projet qui a été lancé récemment, cette semaine.
Euh, le leasing est aussi autorisé. Faut regarder il y a des conditions pour le leasing. Il y aura un webinaire et il y aura une séance d'information prévue pour cet appel à projet dédié. Je ne pense pas qu'il est nécessaire d'aller dans les détails, mais oui, le leasing est autorisé. Ok, très clair. Troisième question, c'est pour savoir si les investissements de type IT, serveurs et autres qui peuvent amener des économies d'énergie s'ils sont éligibles pour des aides selon cette loi. Euh, oui, cette partie-là, les équipements IT, c'est un peu compliqué. Euh, je dirais si on peut prouver qu'il y a la réduction des 20% ou des 250 mégawattheures par année, en principe, oui. Mais cela doit être prouvé. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on entend exactement par hors bâtiment dans l'article 7? Donc, hors bâtiment, ça veut dire, c'est vraiment on va dire les process industriels. Le bâtiment, qu'est-ce que nous on considère le bâtiment? C'est l'isolation du bâtiment, ce sont les fenêtres et tout ça. Et le bâtiment n'est pas éligible sous l'article 7. Ok, oui. Et toujours concernant l'article 7, comment doivent être validées les conditions d'éligibilité sur les réductions d'énergie? Cela concerne-t-il également les contrats de performance énergétique? Donc, pour les conditions d'éligibilité, bon, idéalement, ce qu'on conseille aux entreprises toujours, c'est de faire, avant de se lancer dans un projet, c'est de faire une étude. Donc, on a l'article 12 qui permet aux entreprises de faire des études. Elles sont financées de 60% pour les grandes entreprises à 80% pour les petites. Euh, donc, c'est de faire une étude avec un consultant qui démontre qu'il y a en effet un gain énergétique. Ce n'est pas une obligation, mais l'entreprise devra quand même démontrer d'une manière ou d'une autre qu'il y a un gain énergétique. Donc, bon, soit l'entreprise sait le démontrer elle-même. On a des ingénieurs ici au ministère euh, qui savent analyser, on va dire, ce type de dossier et juger s'il s'agit bien d'une réduction ou non d'énergie. Mhm. Et puis pour Ok, les contrats de performance énergétique, ceux-là, si je ne me trompe pas, ne sont pas exclus dans la loi. Donc c'est possible, on va dire que c'est permis. Voilà. ok, oui. Merci pour ça. Prochaine question porte sur l'article 6 pour l'acquisition de véhicules à zéro émission. C'est est-ce qu'il y a une date indicative pour l'appel de mise en concurrence et il serait important de ne pas mettre en concurrence les grands véhicules, camions N3 avec les plus petits camions et camionnettes N1 et N2. Donc dans l'appel à projet qu'on vient de lancer cette semaine, actuellement, c'est que pour les N2 et les N3, il y a deux lots distincts. Donc on compare les camions, on va dire les véhicules N2 avec des véhicules N2 et les N3 avec les N3. Les N1, l'appel n'a pas été lancé pour les N1. Actuellement, bon, pour les camionnettes, il y a toujours le climat bonus qui est applicable et aussi les PME peuvent faire des demandes simples pour les N1. Actuellement, on n'a pas encore de date pour un appel à projet où on va inclure les N1, mais ça va certainement venir. Mhm. OK. Ensuite, pour les installations photovoltaïques, quelles sont les possibilités pour des installations avec des puissances inférieures à 30 kW-crête? Quelle aide pourrait s'appliquer? Car hors des appels d'offres, il semble que les entreprises sont hors du nouveau climat bonus. Donc, bah, le climat bonus, il est quand même toujours, il a été changé. Je connais pas les dernières modifications du climat bonus, mais les installations inférieures à 30 kW crête sont quand même tout de même toujours éligibles, je pense, au climat bonus. Mais c'est juste que je pense que les taux sont moins intéressants pour les installations au-dessus d'une certaine puissance jusqu'à 30. Mais elles sont, je pense, tout de même toujours éligibles via le climat bonus. Mhm. Et nous, dans les appels à projets qu'on a suivis jusqu'à présent, on en a déjà fait quatre, on a lancé le cinquième. C'est rare d'avoir des installations
en tout cas, je n'ai pas vu beaucoup d'installations en dessous des 50, allez, des 60 kW crête. La plupart sont tout de même au-dessus. Ok, super. La prochaine question, c'est à savoir la différence entre l'article 12 et le Fit for Sustainability. Quelles sont les différences exactement? Bah, le Fit for Sustainability tombe sous l'article 12. C'est juste qu'avec le Fit for Sustainability, vous avez l'accompagnement de Lux Innovation qui vous propose des consultants qui ont été agréés dans ce programme. On va dire le programme Fit for Sustainability est quand même assez clair, clairement défini. Donc, l'idée du Fit for Sustainability, c'est de faire une première étude sur quelques volets, donc la réduction la réduction des déchets, la réduction de l'énergie, la consommation d'énergie ou des émissions, L'eau, l'eau. la Ouais, décarbonation. voilà, c'est les quatre sujets. Et que l'étude environnementale, l'article 12 est plus large. Par exemple, les parcs éoliens qui font d'abord une analyse de vent passent par l'article 12, mais ne passent pas par le Fit for Sustainability. Oui, oui, peut-être là, si je peux Ouais. aussi compléter, c'est si vous faites des investissements pour lesquels vous voulez solliciter une aide, par exemple à l'article 5, comme indiqué, vous devez pouvoir quantifier l'impact sur l'environnement. Si vous n'êtes pas encore en mesure de le quantifier, alors vous pouvez faire appel à un expert pour le faire et utiliser l'article 12 vraiment spécifiquement pour les coûts de cet expert, alors que le Fit for Sustainability, c'est vraiment pour avoir ce bilan plus global de votre entreprise sur les 4 volets et avoir un retour sur votre performance sur ces 4 volets. Oui. Du coup, on était à la prochaine question. C'est est-ce que le réseau de chaleur alimenté par pompe à chaleur sont-ils éligibles? Oui, oui. Il faut juste que la pompe à chaleur respecte. Il y a une directive. Les pompes à chaleur doivent être conformes à l'annexe 7 de la directive de l'Union européenne 2018/2001. Donc, il faut que si je me trompe pas, le scope, donc seasonal coefficient of performance, doit être supérieur à 2,5, si mes souvenirs sont bons. Ok. Ensuite, est-ce que tu pourrais donner un exemple de principe d'additionnalité pour l'article 5, s'il te plaît? Euh, un exemple, c'est par exemple les entreprises qui ont une petite station d'épuration sur leur site pour nettoyer les eaux usées industrielles. Disons que cette station respecte les normes applicables par l'administration de la gestion des eaux, mais qui souhaite ajouter un filtre additionnel pour encore être plus performant. Bah, ce filtre additionnel qui est ajouté à cette station d'épuration, il s'agit d'un élément additionnel, donc le taux peut être doublé à ce moment-là. Ok, merci. Prochaine question, c'est quand est-ce qu'on aura un guide du requérant? Il est en cours on est en train de l'écrire. Je ne sais pas vous donner de date actuellement. Bon, on va dire les principes de l'ancien guide du requérant, pour la plupart, restent applicables. On va dire, il y a un certain nombre d'exemples dans l'ancien guide du requérant qui sont toujours OK. Bon, il y a certains éléments comme tout ce qui est fossile n'est plus applicable. Les taux, c'est plus, bon, on va dire, tout ce qui est. Certains concepts ne sont plus tout à fait corrects, mais il y a quand même, on va dire, si on regarde les projets, il y en a quand même un certain nombre qui sont toujours valides aujourd'hui. Mais on est en train de l'écrire, mais je ne peux pas vous donner de date. Ok. Et pour les pompes à chaleur en process, Ouais. si elles remplacent une installation fossile, est-ce qu'elles entrent dans l'article 5, dans l'article 7 ou dans l'article 8? Et entre parenthèses, les pompes à chaleur étaient historiquement catégorisées dans les installations renouvelables. Donc, si, pour moi, si les pompes à chaleur utilisent l'air ambiant ou la chaleur géothermique, elle tomberait sur l'article 7.
Si la pompe à chaleur utilise de la chaleur fatale, elle tomberait sur l'article 8 d'abord pour si c'est géothermie ou avec l'air ambiant, et 7 si elle utilise de la chaleur fatale. OK. OK. Faut-il un reçu du ministère de l'Économie de la bonne soumission de l'aide sur MyGuichet avant de pouvoir passer commande? Nous, normalement, quand l'entreprise fait sa demande, cette demande rentre dans notre back-office et en théorie, le lendemain, l'entreprise peut signer tout contrat ou faire passer toute commande. Vous n'êtes pas obligé d'attendre notre reçu, mais bon, l'avantage, si vous attendez le reçu, c'est que vous êtes certain que le dossier a bien été soumis. OK. Ensuite, il y a une question qui rejoint celle de juste avant sur les pompes à chaleur de chauffage. Est-ce qu'elle entre dans l'article 7? Donc là, tu avais bien répondu que ça dépend. Oui, voilà. Donc, si la pompe à chaleur utilise de la chaleur ambiante ou géothermique, ça passerait sous l'article 8. Mais si c'est maintenant des pompes à chaleur qui utilisent de la chaleur fatale pour monter cette chaleur fatale en température, là, ça passerait sur l'article 7. OK. Et maintenant, une question pour un cas concret sur les autorisations, les études environnementales. Donc, bonjour, est-ce que je comprends bien que si les autorisations, entre parenthèses, eau et environnement, zone Natura 2000, sont nécessaires, donc on est obligé par la loi de réaliser une étude environnementale, mais on ne peut pas demander de l'aide pour cofinancer cette étude? C'est bien ça. Il s'agit d'un aménagement d'une micro-ferme maraîchère. Merci d'avance. Oui, donc tout ce qui est obligation légale. Donc, si maintenant l'administration de la gestion des eaux, l'administration de l'environnement demande pour des projets des études, on va dire, concrètes. Ça peut être une étude acoustique. Là, par exemple, pour l'eau, c'est de voir probablement quel est l'impact de la micro-ferme sur est-ce que c'est pour l'eau, l'environnement, soit que ce soit pour l'administration de la gestion des eaux ou pour l'administration de l'environnement, dès que eux demandent une étude précise, l'étude n'est pas admissible chez nous. Parce qu'il n'y a pas d'effet incitatif. Il faut garder en tête que nous, les aides qu'on donne, il faut qu'il y ait un effet incitatif pour l'entreprise. Et si, comme il s'agit d'une obligation, il n'y a plus d'effet incitatif. OK. Ensuite, est-ce qu'il est possible de cumuler ces aides avec des aides déjà en place issues des lois précédentes? Non, le cumul n'est pas autorisé dans le cadre de cette loi. OK. Et en général, pour tous les articles, est-ce que les ASPL sont également éligibles pour les aides? Normalement, si je me trompe pas, dans la loi, il est marqué que les entreprises doivent avoir une autorisation d'établissement. Il faut que je regarde en détail, mais généralement, les ASPL ne sont pas éligibles sous notre loi. Je regarde juste une fois vite fait dans la loi. Oui, de manière générale, déjà, il faut une autorisation Ouais. d'établissement d'activité économique. Donc, normalement, pour avoir une autorisation d'établissement, il faut quand même avoir une certaine activité économique. Bon, là, À voir aussi au cas par cas. Oui, voilà. Je pense que dans ce cas-là, s'il y a une ASBL qui souhaite faire un projet, cette ASBL peut toujours contacter Lux Innovation ou nous contacter le ministère et on regardera en détail s'il y a moyen ou non de subventionner. Oui. OK. Et puis, je crois la dernière question, donc n'hésitez pas à en rajouter d'autres si vous avez d'autres questions. Et cette question, elle n'est pas complètement terminée. Mais donc, est-ce que le remplacement d'un transformateur moyenne tension standard par un transformateur haut rendement, et je pense que la fin c'est est éligible, mais du coup la question s'arrête là.
Les transformateurs, très bonne question. Sinon, il y a une autre question. Si le seul article, du coup, ici je suppose que c'est plutôt pour sous l'article de l'efficacité énergétique, si l'entreprise s'est vraiment démontré que le transformateur moyenne tension, non, que le transformateur haut rendement permet d'économiser 20% ou 250 mégawatts par an, en théorie, on peut les subventionner. Mais il faut pouvoir montrer ce gain énergétique. Oui, ça reste toujours un peu Ouais, au cas par cas ouais. aussi. Oui. Ok. Ensuite, il y a une dernière question qui vient d'être posée. C'est est-ce qu'un projet de relighting est-il éligible et sous quel article? Bâtiment ou pas? Relighting, si maintenant c'est bon, relighting, si c'est le luminaire, tout ce qui est luminaire, n'est pas éligible, n'a pas été éligible sous l'ancienne loi et n'est toujours pas éligible sous cette loi-ci. Si les entreprises souhaitent faire un projet où ils remplacent les, 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 les anciens luminaires par des LED, il y a toujours les SME Package Sustainability où l'on accorde des aides pour ce type de projet. Ok. Avec ça, je pense que... Non, d'abord, merci beaucoup, Raphaël. Là, actuellement, on a fait le tour des questions posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à encore les poser. Et sinon, grand merci à toi, Raphaël, pour ton intervention. On va mettre, comme annoncé au départ, à disposition les replays et les slides de ce webinaire-ci, mais aussi de la version anglaise la semaine passée à votre disposition via notre site web. Vous aurez un mail aussi pour avoir accès aux replays et aux slides. Et il y a encore quelque chose qui vient d'être posté. Visibilité sur les futurs appels d'offres mis en concurrence. Dernière question. Y aura-t-il un Ouais, calendrier donc pluriannuel comme pour les appels d'offres PV? les appels d'offres, cela on va continuer. Donc là, on a ouvert les premiers appels d'offres pour 6 mois et on va toujours faire en sorte qu'il y ait un appel d'offres qui est ouvert. La seule chose qui peut potentiellement bouger, c'est les budgets. Et pour les mises en concurrence, pour les photovoltaïques, il y a un pluriannuel, il se trouve sur le site du guichet. Donc pour les photovoltaïques, ce qu'on prévoit, c'est d'en faire toujours 2 par an. Donc celui de début d'année, c'est limité à des installations de 30 à 200 kW crête. Et puis en juillet, on ouvre le deuxième du coup de l'année qui va de 30 à 3 mégawatts. Voilà. Et pour les autres, la loi nous permet de faire des appels, des mises en concurrence pour d'autres articles, mais là, ça va dépendre on va dire, du retour qu'on a allez, des différentes entreprises, des différents secteurs. Par exemple, bon, Luxembourg reste un petit pays, donc faire des vraies procédures de mise en concurrence, ce n'est pas toujours simple parce qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine concurrence. Donc, on doit être sûr qu'il y ait quand même un certain nombre de projets qui sont soumis. Donc, pour cela, on verra en fonction des retours qu'on a de l'industrie, des différents secteurs. Si on sent qu'il y a un réel besoin, on ouvrira d'autres procédures de mise en concurrence. Ouais. Ensuite, on vient d'avoir encore une question, c'est concernant les bornes de recharge, s'il y a des appels à projets qui sont possibles ouverts. Donc là, actuellement, il y en a deux qui sont ouverts. Donc, il y a l'appel à projet pour les bornes AC qui est ouvert jusqu'au 15 juin, donc du 15 janvier au 15 juin. Et il y a les bornes pour les camions, donc pour les véhicules heavy duty. Donc celui-là est ouvert du 15 janvier au 31 mars. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi, Laurie.
Là, on a fait le tour des questions et avec ça, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter aussi par la suite si vous avez d'autres questions. Il y a nos contacts Lux Innovation qui sont également disponibles. Et avec ça, je vous souhaite tous une excellente journée et une bonne continuation. OK. Merci.